La jeune fermière est restée paralysée en voyant sa photo d'enfance dans le ranch de son patron. Les rayons dorés de cette fin d'après-midi de novembre traversaient les rideaux de dentelle du bureau, créant des motifs lumineux sur le parquet ciré. Émilie Laurent serrait contre elle une chemise cartonnée contenant les factures urgentes que François Delcourt attendait depuis le matin. Ses pas résonnaient doucement dans le couloir de la grande demeure, ses chaussures usées contrastant avec le luxe feutré qui l'entourait. À 27 ans, Émilie connaissait chaque recoin de cette propriété agricole, où elle travaillait comme femme de ménage depuis 3 ans. Elle avait appris à se faire discrète, à accomplir ses tâches, sans déranger le maître des lieux. Cet homme de 53 ans au regard profond et aux cheveux grisonnants, qui dirigeait d'une main ferme l'une des plus prospères exploitations de la région. François Delcourt était un homme de peu de mots, veuf depuis 10 ans. Il menait une existence solitaire entre ses terres et ses bureaux, ne sortant de sa réserve que pour donner des ordres précis à ses employés. Émilie l'avait toujours trouvé juste, jamais brutal comme certains propriétaires terriens, mais distant, presque mélancolique. Parfois, elle frappa discrètement à la porte entr'ouverte. « Monsieur Delcourt, j'ai les factures de Dubois et fils. » Pas de réponse. Elle poussa légèrement la porte et découvrit le bureau vide. François devait être aux écuries, comme souvent à cette heure. Émilie hésita un instant, puis décida de poser les documents sur la grande table de chêne massif qui trônait au centre de la pièce. C'est en s'approchant qu'elle la vit, au milieu des papiers épars. Entre un carnet de comptes et un stylo plume, se dressait un petit cadre en argent terni par les années. À l'intérieur, une photographie sépia, légèrement décolorée, montrait une fillette d'environ 5 ans. L'enfant portait un petit tablier brodé de fleurs et une tiare bleue délicate posée sur ses cheveux châtains. Elle souriait de toutes ses dents devant un champ de tournesol qui s'étendait à perte de vue. Le cœur d'Émilie s'arrêta de battre. Cette fillette, c'était elle. Elle reconnut immédiatement le tablier que sa grand-mère lui avait cousu de ses propres mains, avec ses petites marguerites brodées sur les poches. Cette tiare bleue, cadeau de ses 5 ans, qu'elle avait portée avec tant de fierté ce jour-là. Et surtout, ce champ de tournesol de leur ancien village, où sa mère l'emmenait se promener les dimanches d'été. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, la voix étranglée. Ses mains se mirent à trembler. La chemise cartonnée glissa de ses doigts et s'écrasa au sol dans un bruit sec, éparpillant les factures sur le parquet. Mais Émilie ne s'en rendit même pas compte. Ses yeux restaient fixés sur cette image impossible, cette relique d'un passé qu'elle croyait enfoui à jamais. Comment cette photographie pouvait-elle se trouver ici, dans le bureau de François Delcourt? Comment cet homme possédait-il un souvenir de son enfance? Une image qu'elle-même n'avait plus depuis la mort de sa mère. Le bruit de pas dans le couloir la fit sursauter. Elle se retourna vivement et se retrouva face à François qui venait d'entrer, ses bottes encore pleines de terre. L'homme s'immobilisa en découvrant le désordre au sol, puis son regard remonta vers Émilie. Il la vit alors, pétrifiée, les yeux rivés sur la photographie. Son visage se vida de toutes couleurs. « Émilie » souffla-t-il, comme s'il venait de voir un fantôme. « D'où tenez-vous cette photo ?» balbutia-t-elle. Sa voix à peine audible, François resta silencieux un long moment, ses yeux passant du cadre au visage bouleversé de la jeune femme. Puis, lentement, il s'approcha de son bureau et prit délicatement le cadre entre ses mains. Ses doigts tremblaient légèrement. « Cette petite fille » commença-t-il d'une voix rauque. « Cette petite fille était ma... » Il s'interrompit, ferma les yeux, comme pour rassembler son courage. Elle était ma fille. Le monde d'Émilie bascula. Elle recula d'un pas, manquant de trébucher sur les papiers épars. « Ce n'est pas possible », articula-t-elle avec difficulté. « Si, Émilie, c'est possible. » François la regardait avec une intensité qu'elle ne lui avait jamais vue. Dans ses yeux, elle lut une douleur ancienne, un chagrin qui semblait peser sur lui depuis des années. « Vous ne pouvez pas être... » Elle ne parvenait plus à former ses phrases. Son cerveau refusait d'accepter ce qu'elle venait d'entendre. Émilie avait grandi sans père. Sa mère, Claire Laurent, était morte d'un cancer quand elle n'avait que 10 ans. Emportant avec elle tous les secrets de sa jeunesse, elle n'avait jamais voulu révéler l'identité du père de sa fille, se contentant de dire qu'il avait travaillé dans une grande propriété agricole avant de disparaître de leur vie. « Maman » murmura Émilie, les larmes lui montant aux yeux. « Maman n'a jamais voulu me dire... »« Claire » répéta François, et ce prénom dans sa bouche sonna comme une prière. « Claire Laurent,
Votre mère s'appelait Claire Laurent, n'est-ce pas ?» Émilie hocha la tête. Incapable de prononcer un mot, François posa délicatement le cadre sur son bureau et se dirigea vers la fenêtre. Il contempla un instant les champs qui s'étendaient au-delà de la cour. Ces terres qu'il possédait mais qui, soudain, lui semblaient dérisoires. « J'ai cherché cette petite fille pendant 27 ans, dit-il sans se retourner. Chaque jour, j'ai espéré la retrouver. Et elle était là, sous mon toit, depuis 3 ans. » Émilie sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'appuya contre le mur. Essayant de reprendre son souffle, tout se mélangeait dans sa tête. Les souvenirs flous de sa petite enfance, les silences de sa mère, les questions restées sans réponse. « Je dois partir », balbutia-t-elle en se dirigeant vers la porte. Émilie, attendez. Mais elle était déjà sortie, courant presque dans le couloir, laissant derrière elle un homme brisé et une vérité qui venait de changer leur vie à jamais. François resta seul dans son bureau, entouré des factures éparpillées, tenant cette photographie qui était devenue son plus précieux trésor et son plus lourd fardeau. Dehors, le soleil déclinait derrière les champs, et quelque part dans cette immensité dorée, sa fille s'éloignait une fois de plus. Mais cette fois, il ne la laisserait pas disparaître. 3 jours s'écoulèrent, sans qu'Émilie remette les pieds dans la grande demeure. Elle se contentait de ses tâches extérieures, nettoyer les écuries, ranger les outils dans les hangars, tout ce qui lui permettait d'éviter François. Mais elle sentait son regard sur elle chaque fois qu'elle traversait la cour, un regard lourd de questions et de regrets. Le mercredi soir, alors qu'elle s'apprêtait à fermer à clé la petite maison qu'elle louait en bordure de la propriété, 3 coups discrets résonnèrent à sa porte. Son cœur s'emballa, elle savait qui c'était avant même d'ouvrir. François se tenait sur le seuil. Tenant son chapeau entre ses mains, il avait l'air d'un homme qui portait le poids du monde sur ses épaules. « Émilie, je vous en prie, accordez-moi quelques minutes. » Elle hésita, puis recula pour le laisser entrer. Le salon était modeste. Quelques meubles récupérés, des rideaux que sa mère avait cousus autrefois, une photo de Claire sur la cheminée. François s'arrêta devant ce portrait et son visage se crispa. « Elle était si belle », murmura-t-il. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Émilie d'une voix qu'elle voulait ferme, mais qui tremblait malgré elle. François se tourna vers elle, dans la lumière tamisée de la lampe. Elle put voir qu'il avait les yeux rougis, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Je veux vous raconter la vérité, toute la vérité. » Il s'assit sur le bord du canapé, comme s'il n'osait pas s'installer confortablement. C'était il y a 28 ans. J'avais 25 ans. Je venais de reprendre l'exploitation après la mort de mon père. Claire avait 19 ans. Elle était arrivée au début du printemps pour travailler au champ pendant la saison. Sa voix se fit plus douce, presque nostalgique. La première fois que je l'ai vue, elle ramassait des fraises dans le verger. Elle portait une robe jaune et chantait, une chanson que je n'avais jamais entendue, mais qui m'était restée en tête pendant des semaines. Émilie s'assit face à lui, malgré elle captivée par ce récit qu'elle avait attendu toute sa vie. Nous sommes tombés amoureux. Pas de ces amours de passage, non. Quelque chose de profond, d'intense. Claire était. Elle était comme un rayon de soleil dans ma vie. Intelligente, drôle, d'une générosité rare et si courageuse. François marqua une pause, cherchant ses mots. Ma mère, Béatrice Delcourt, dirigeait encore la maison d'une main de fer à l'époque. Pour elle, les classes sociales étaient des barrières infranchissables. Quand elle a découvert notre relation, elle est entrée dans une colère terrible. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Émilie, la gorge serrée. Au début, j'ai tenu tête à ma mère. Je lui ai dit que j'épouserais Claire, avec ou sans son accord. Et quand Claire m'a annoncé qu'elle attendait un enfant, il sourit tristement. J'étais le plus heureux des hommes. Nous avons commencé à faire des projets. J'allais transformer le petit pavillon près du verger en maison familiale. Le visage de François s'assombrit. Mais ma mère avait d'autres plans. Un matin de septembre, j'ai dû partir à Paris pour des affaires urgentes. Un voyage qui devait durer 3 jours quand je suis revenue. Claire avait disparu. Volatilisée. Ses affaires, ses vêtements. Tout avait été emporté. J'ai interrogé tous les ouvriers, fouillé le village, alerté la gendarmerie. Personne ne savait rien. Ma mère prétendait qu'elle était partie sans rien dire, qu'elle m'avait abandonnée. François se leva et fit quelques pas vers la fenêtre. J'ai cherché partout. J'ai engagé un détective privé. J'ai fait passer des annonces dans les journaux de toute la France. Pendant des mois, des années,
Rien, comme si Claire et mon enfant s'étaient évaporés. Mais vous avez fini par découvrir la vérité. Hard, pas tout de suite. Ma mère était maligne. Elle avait tout organisé, détruit toutes les preuves. Ce n'est qu'à sa mort, il y a 15 ans, que j'ai trouvé des papiers dans ses affaires personnelles. François fouilla dans sa poche et en sortit une enveloppe jaunie. Une lettre de Claire, datée du jour de sa disparition. Il tendit l'enveloppe à Émilie, qui l'ouvrit avec des mains tremblantes. L'écriture de sa mère, qu'elle reconnut immédiatement, était hâtive, presque paniquée. « François, je pars parce que votre mère m'y oblige. Elle m'a proposé de l'argent, beaucoup d'argent pour que je disparaisse. Elle dit que vous ne m'aimez pas vraiment, que vous ne reconnaîtrez jamais l'enfant. Je ne la crois pas, mais j'ai peur. Peur pour notre bébé. Elle m'a menacée. Je vous aime. » François, toujours Claire. Les larmes coulèrent sur les joues d'Émilie. Ma mère avait menacé Claire de lui faire du mal si elle restait. Elle lui avait fait croire que je ne voulais pas de l'enfant. Pourquoi maman ne vous a jamais contacté ensuite? Parce qu'elle croyait ce que ma mère lui avait dit et parce que... François marqua une nouvelle pause. Parce que 2 ans après sa fuite, j'ai épousé une autre femme. Le choc se lut sur le visage d'Émilie. Ma mère avait orchestré ce mariage aussi. Une union arrangée avec Marguerite Dubois, fille d'un riche propriétaire voisin. Claire a dû l'apprendre et penser que j'avais effectivement tourné la page. Vous l'aimiez? Votre épouse? François secoua la tête tristement. Non, jamais. Marguerite était une femme bien, mais je n'ai jamais pu oublier Claire. Nous n'avons pas eu d'enfant. Je pense que Marguerite savait que mon cœur appartenait à une autre. Il revint s'asseoir près d'Émilie. Après la mort de ma mère, j'ai recommencé mes recherches. Mais Claire était déjà décédée depuis 10 ans. J'ai réussi à retrouver l'adresse de sa dernière résidence. Mais les voisins ne savaient rien d'une fille. Elle m'avait donné son nom de jeune fille, Laurent. Elle voulait probablement que rien ne me relie à vous. François acquiesça, les yeux brillants. Cette photographie que vous avez vue dans mon bureau, c'est tout ce qui me restait d'elle, d'un appareil photo oublié dans ses affaires. Je l'ai fait développer dans l'espoir de trouver des indices. Émilie regardait cette lettre de sa mère, relisant ses mots de douleur et d'amour. Les derniers jours avant sa mort, maman délirait à cause de la morphine. Elle répétait sans cesse le nom de François. Je pensais qu'il s'agissait d'un ami d'enfance. Elle ne m'avait pas oubliée. Non, jamais. Ils restèrent silencieux un long moment, unis dans cette douleur partagée, dans ces années perdues. Enfin, François leva les yeux vers Émilie. « Pardonnez-moi de ne pas vous avoir trouvé plus tôt. » Émilie le regarda, cet homme brisé qui était son père, et sentit quelque chose se délier dans sa poitrine. « Il n'y a rien à pardonner, » murmura-t-elle. « Vous étiez victime, vous aussi. » Et pour la première fois depuis 27 ans, François Delcourt eut l'impression qu'il pouvait enfin respirer. Dans le salon de l'aile ouest de la demeure Delcourt, Sophie observait par la fenêtre les allées et venues d'Émilie, avec une attention qui frisait l'obsession. À 32 ans, Sophie Delcourt possédait cette beauté froide et sophistiquée qui impressionnait dans les salons parisiens. Ses cheveux blonds impeccablement coiffés, ses tailleurs Chanel et ses manières raffinées témoignaient d'une éducation privilégiée et d'un goût sûr pour le luxe. Fille de l'unique frère de feu Béatrice Delcourt, Sophie avait été recueillie à l'âge de 8 ans, après la mort tragique de ses parents dans un accident de voiture. Béatrice, qui n'avait jamais eu de fille, s'était attachée à cette enfant orpheline avec une tendresse possessive. Elle l'avait élevée comme sa propre héritière, lui inculquant les codes de l'aristocratie terrienne et le sens des affaires qui caractérisaient la famille Delcourt depuis des générations. François, de 15 ans son aîné, avait toujours été plus un grand frère distant qu'un cousin pour Sophie. Après son mariage malheureux avec Marguerite et la mort de cette dernière, elle était naturellement devenue la châtelaine officieuse du domaine. Elle gérait la correspondance, recevait les invités, supervisait le personnel domestique. En l'absence d'héritier direct de François, tout le monde la considérait comme la future propriétaire des terres Delcourt. Ce mercredi soir, Sophie revenait de Paris où elle avait passé quelques jours chez des amis. En remontant l'allée principale, elle avait aperçu François sortir de chez Émilie. Cette vision l'avait intriguée. Que pouvait bien faire son cousin chez cette petite domestique à une heure si tardive, curieuse de nature et habituée depuis l'enfance à tout savoir de ce qui se passait au domaine. Sophie avait décidé d'en avoir le cœur net. Elle connaissait la maison par cœur
et savait exactement comment se glisser discrètement près des fenêtres du salon d'Émilie sans être vue. Ce qu'elle entendit la glaça d'effroi. Cette petite fille était ma fille. Ces mots de François résonnèrent dans sa tête comme un glas. Une fille. François avait une fille. Cette misérable femme de ménage était la fille de François. Sophie s'appuya contre le mur de pierre, sentant ses jambes se dérober sous elle. 30 ans de certitude s'écroulaient en quelques secondes. Elle qui s'était toujours considérée comme l'unique héritière, elle qui avait consacré sa vie à préserver et développer le patrimoine familial, elle découvrait soudain qu'une parfaite inconnue avait plus de droit qu'elle sur tout ce qu'elle chérissait. Elle continua d'écouter, cachée dans l'ombre, reconstituant peu à peu l'histoire de Claire et de François, comprenant les manigances de Béatrice, sa grand-mère adoptive. Cette révélation l'emplissait d'une rage froide. Béatrice lui avait menti pendant toutes ces années. Elle avait caché l'existence de cet enfant, permettant à Sophie de grandir dans l'illusion qu'elle serait un jour maîtresse de ses terres. Quand François et Émilie se séparèrent, Sophie regagna rapidement sa chambre, l'esprit en ébullition. Elle s'enferma à double tour et se dirigea vers son secrétaire Louis XV. Sortant un carnet de cuir rouge où elle notait méticuleusement tous les événements importants du domaine. Émilie Laurent, 27 ans, fille illégitime de François et Claire Laurent, écrivit-elle d'une écriture nerveuse. Puis elle s'interrompit. Relisant cette phrase qui signait sa déchéance, Sophie avait toujours été une battante. À l'université, elle avait étudié le droit et la gestion d'entreprise, se préparant consciencieusement à diriger un jour l'empire Delcourt. Elle parlait 4 langues, avait des relations dans tous les milieux influents de France et possédait une intelligence tactique redoutable. Face à cette menace existentielle, son cerveau se mit immédiatement en marche. Si Émilie était reconnue officiellement comme la fille de François, elle hériterait de tout. Sophie se retrouverait sans rien, ou presque. Quelques bijoux, un petit appartement à Paris, une pension dérisoire comparée à ce qu'elle avait toujours considéré comme son dû. Inacceptable. Elle se leva et marcha de long en large dans sa chambre. Pesant ses options, François semblait bouleversé par cette découverte. Mais était-il certain que cette femme était bien sa fille? Après tout, on n'avait que sa parole et celle d'une morte. Une ressemblance physique ne constituait pas une preuve légale. Sophie sourit pour la première fois depuis ce soir. Elle avait trouvé son angle d'attaque. Le lendemain matin, elle descendit prendre son petit déjeuner avec un calme apparent. François était absent, parti inspecter les terres du Nord. Parfait, elle avait besoin de temps pour organiser sa stratégie. Sophie connaissait tous les employés du domaine. Certains travaillaient ici depuis des décennies et lui vouaient une loyauté sans faille. Elle commença par sonder discrètement Marie, la gouvernante, qui supervisait le travail d'Émilie. « Cette petite Émilie me préoccupe », glissa-t-elle en beurrant délicatement son croissant. « J'ai l'impression qu'elle devient un peu trop familière avec Monsieur François. » Marie, femme de 60 ans aux principes stricts, fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire, mademoiselle Sophie ?»« Oh, rien de précis. Juste une impression. Hier soir, je l'ai vue sortir de chez elle en larmes. Et Monsieur François avait l'air troublé. Je me demande si cette jeune femme ne cherche pas à profiter de la bonté de mon cousin. » L'art de Sophie résidait dans sa capacité à instiller le doute sans jamais formuler d'accusation directe. Marie était une femme honnête, mais elle avait ses préjugés. L'idée qu'une domestique puisse manipuler le maître des lieux la révoltait. Il faut reconnaître qu'elle se donne des airs parfois, admit Marie. L'autre jour, elle avait arrangé les fleurs du salon sans qu'on le lui demande. Voilà bien ce que je craignais, soupira Sophie. Ces jeunes femmes de conditions modestes croient parfois qu'elles peuvent grimper dans l'échelle sociale par des moyens détournés. Le poison était distillé. Sophie savait qu'en quelques heures, Marie aurait répandu ses soupçons parmi le personnel. Elle-même se chargerait de les amplifier auprès des contremaîtres et des fermiers. L'après-midi même, Sophie rendit visite à Maître Girard, l'avoué de la famille depuis 20 ans, homme de loi respecté mais vieillissant. Il avait toujours eu un faible pour la jeune femme qu'il avait vue grandir. « Maître, j'ai besoin de vos lumières sur une question délicate, » commença-t-elle en s'installant gracieusement dans le fauteuil de cuir face au bureau. « Je vous écoute, ma chère Sophie. » Il s'agit de reconnaissance de paternité tardive. Quelles sont les conditions légales pour qu'une filiation soit établie après tant d'années? L'avoué ajusta ses lunettes, intrigué. C'est une procédure complexe. Il faut des preuves irréfutables. Acte de naissance, témoignages concordants, test ADN.
Pourquoi cette question? Simple curiosité intellectuelle, et si quelqu'un tentait d'abuser de la crédulité d'un homme âgé pour se faire reconnaître comme son enfant? Ah, fit maître Girard en hochant la tête. L'escroquerie à la filiation? Un fléau de notre époque, heureusement. La justice a les moyens de démasquer ces impostures. Sophie sourit intérieurement. Elle tenait son expert. En sortant de l'étude, elle croisa Émilie qui revenait des champs. La jeune femme la salua poliment. Sans imaginer une seconde que Sophie connaissait son secret, Sophie répondit avec sa courtoisie habituelle, mais ses yeux verts brillaient d'une lueur particulière. La guerre était déclarée. Les jours suivants, Sophie déploya ses talents de manipulation avec la précision d'un stratège militaire. Son premier objectif était de semer le doute parmi le personnel du domaine, ces hommes et femmes qui formaient une communauté soudée autour de traditions séculaires. Elle commença par Pierre Moreau, le contremaître qui dirigeait les équipes agricoles depuis 15 ans. Homme respecté pour sa droiture et sa connaissance parfaite des terres, Pierre jouissait d'une influence considérable sur les autres employés. « Pierre, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me préoccupe, » dit-elle en l'abordant près des silos à grains un matin brumeux de décembre. « Je vous écoute, mademoiselle Sophie. Avez-vous remarqué un changement dans l'attitude de monsieur François ces derniers temps? Il me semble. » Distrait, préoccupé, Pierre fronça ses sourcils broussailleux. Il avait effectivement noté que son patron semblait ailleurs, mais attribuait cela au stress des récoltes. Maintenant que vous le dites, je pense que quelqu'un profite de sa bonté naturelle. Cette Émilie Laurent, par exemple, n'avez-vous pas trouvé étrange qu'elle passe autant de temps près de la grande maison récemment? Le poison distillé avec art, Sophie savait exactement quels mots utiliser, quelle intonation adopter pour faire naître la suspicion sans paraître malveillante. « Elle fait son travail », répondit Pierre, mais avec moins de conviction qu'avant. « Bien sûr. Seulement, hier, je l'ai vue fouiller dans les papiers du bureau pendant que monsieur François était absent. Quand elle m'a aperçue, elle a eu l'air coupable. Ce mensonge éhonté fut prononcé avec un naturel parfait. Pierre connaissait Sophie depuis qu'elle était enfant. Jamais il n'aurait imaginé qu'elle puisse inventer une telle histoire. Vous pensez qu'elle cherche quelque chose? Je ne sais pas, mais une femme de ménage qui s'intéresse de trop près aux affaires de son employeur? Cela me rappelle cette histoire qu'on m'a racontée dans le Périgord. Une domestique qui avait réussi à soutirer une fortune à un veuf solitaire en se prétendant sa fille perdue. Pierre hocha la tête gravement. L'idée qu'on puisse abuser de François le révoltait. Pendant ce temps, Sophie multipliait les interventions subtiles auprès des autres employés. À Jeanne, la cuisinière, elle confia ses inquiétudes sur les grands airs qu'Émilie se donnait parfois. À Robert, le jardinier, elle fit remarquer qu'Émilie posait beaucoup de questions sur l'histoire de la famille. Chaque conversation était soigneusement calibrée selon la personnalité de son interlocuteur. Sophie connaissait parfaitement les faiblesses, les préjugés et les loyautés de chacun. En quelques jours, elle avait transformé une équipe unie en un groupe méfiant et suspicieux. Émilie commença à ressentir ce changement d'atmosphère sans en comprendre la cause. Les sourires se firent plus rares. Les conversations cessaient quand elle approchait. On lui confiait les tâches les plus ingrates. Marie, d'habitude bienveillante, la surveillait d'un œil soupçonneux et critiquait son travail pour des détails insignifiants. « As-tu à mal repassé les rideaux du salon bleu ?» lui reprocha-t-elle un matin. « Il faut recommencer. » Émilie examina les rideaux. Ils étaient parfaitement repassés. Mais elle n'osa pas protester. Cette hostilité grandissante l'inquiétait et la blessait. Elle qui avait toujours entretenu de bonnes relations avec ses collègues, se retrouvait isolée, mise à l'écart. François, absorbé par la gestion d'un conflit avec ses voisins à propos de droits d'eau, ne remarqua pas immédiatement ce changement d'ambiance. Quand il croisa Émilie, elle lui souriait toujours, mais il y avait une tristesse nouvelle dans ses yeux, qu'il attribua à l'émotion de leur récente révélation. Sophie, observant les effets de sa campagne, décida qu'il était temps de passer à la phase suivante. Elle contacta Maître Girard et lui demanda de venir au domaine pour une consultation urgente. « Maître, j'ai besoin de vos conseils. Une situation délicate se présente. » L'avoué, intrigué par le ton mystérieux de Sophie, accepta de se déplacer le lendemain. « Voilà les faits, » commença Sophie en servant le thé dans le petit salon. « Une jeune femme employée au domaine prétend être la fille illégitime de mon cousin. Elle affirme que sa mère aurait eu une liaison avec François il y a 28 ans. Maître Girard ajusta ses lunettes. A-t-elle des preuves de ces allégations ?
C'est là le problème. Elle prétend se baser sur une ressemblance physique et quelques souvenirs flous. Mon cousin, dans sa bonté, semble disposé à la croire. Monsieur François vous a-t-il fait part de ses intentions ? Sophie soupira théâtralement. Il parle de reconnaissance officielle, de modification du testament. Vous comprenez ma préoccupation ? Cette femme pourrait hériter de tout le patrimoine familial sur la base d'une simple affabulation. En effet, c'est préoccupant. Dans de tels cas, la prudence est de mise. Il faudrait des preuves formelles, actes d'état civil, témoignages concordants et surtout, un test de paternité. Justement, cette personne refuse catégoriquement tout test ADN. Elle prétexte des convictions religieuses. Nouveau mensonge de Sophie, énoncé avec une parfaite conviction. Maître Girard fronça les sourcils. Voilà qui est suspect. Toute personne de bonne foi accepterait un test de paternité pour établir sa filiation. Ce refus tend à accréditer l'hypothèse d'une imposture. Que me conseillez-vous ? D'abord, rassemblez toutes les informations possibles sur le passé de cette femme. Ensuite, nous pourrions engager un détective privé pour vérifier ses déclarations. Enfin, je peux faire jouer mes relations pour obtenir des renseignements officieux sur d'éventuelles tentatives d'escroquerie similaires. Sophie hocha la tête avec satisfaction. Je vous fais confiance, maître. L'honneur de la famille Delcourt est en jeu. Une semaine plus tard, Maître Girard revint avec un dossier qu'il avait soigneusement préparé sous l'influence de Sophie. Il y avait compilé plusieurs affaires d'escroquerie à la filiation, des témoignages d'experts sur les techniques de manipulation et une analyse juridique des moyens de contester une reconnaissance de paternité abusive. Mademoiselle Sophie, j'ai de quoi étayer vos soupçons. Cette affaire présente tous les signes classiques de l'escroquerie sentimentale. Sophie feignit la surprise et la tristesse. Mon pauvre cousin, il est si généreux, si confiant. Comment lui ouvrir les yeux sans le blesser ? Laissez-moi lui parler, en tant qu'avocat de la famille. Il est de mon devoir de le mettre en garde contre les risques qu'il encourt. Le piège se refermait sur Émilie. Sophie avait réussi à monter contre elle le personnel du domaine, et maintenant le conseiller juridique de François. Il ne lui restait plus qu'à attendre que la machine qu'elle avait mise en marche produise ses effets destructeurs. Ce soir-là, en se brossant les cheveux devant son miroir, Sophie sourit à son reflet. Elle avait toujours eu ce qu'elle voulait dans la vie, et ce ne serait pas une petite domestique opportuniste qui changerait la donne. Mais au fond d'elle-même, une petite voix tentait de lui rappeler qu'Émilie n'avait peut-être rien d'une menteuse. Sophie l'étouffa rapidement. Dans cette guerre, il n'y avait pas de place pour les états d'âme. La transformation de l'atmosphère au domaine devint si palpable qu'Émilie eut l'impression de vivre dans un cauchemar éveillé. Ce qui avait commencé par des regards fuyants et des conversations interrompues s'était mué en hostilité ouverte. Pierre Moreau, qui la saluait toujours courtoisement, se contentait désormais de grognements. Jeanne, la cuisinière, refusait de lui servir son déjeuner habituel, prétextant qu'elle n'avait plus le temps de s'occuper des gens qui se donnent des airs. Le coup le plus dur vint de Marie, la gouvernante. Un matin, alors qu'Émilie terminait de cirer les parquets du grand salon, la femme âgée entra d'un pas martial, tenant à la main un petit objet brillant. « Émilie Laurent, j'aimerais que vous m'expliquiez ceci. » Elle ouvrit sa paume, révélant un bouton de manchette en or aux armoiries des Delcourt. Émilie reconnut immédiatement l'un des boutons que François portait à ses chemises les plus élégantes. « Je ne comprends pas, Madame Marie. Ce bouton a été trouvé dans votre tablier ce matin. Quand Suzanne a fait la lessive, » Émilie pâlit. Elle n'avait jamais vu cet objet de sa vie, et certainement pas dans son tablier. Il y a erreur. Je n'ai jamais. Erreur. La voix de Marie claqua comme un fouet. Voilà bien 3 semaines que des petits objets disparaissent, ça et là dans la maison. Un coupe-papier en argent dans le bureau, un cadre photo dans le salon, et maintenant ceci. Madame Marie, je vous jure que... Vos serments ne valent rien, ma petite. J'ai 50 ans de maison, et j'ai l'œil. Je sais reconnaître une voleuse quand j'en vois une. Ces mots frappèrent Émilie comme autant de gifles. Voleuse. On l'accusait d'être une voleuse. Elle qui n'avait jamais pris un centime qui ne lui appartenait pas. Elle qui rendait religieusement la moindre pièce trouvée par terre. S'il vous plaît, écoutez-moi. J'en ai assez entendu. Vous avez de la chance que Monsieur François soit absent aujourd'hui. Cela vous donne le temps de réfléchir à vos actes. Marie tourna les talons, laissant Émilie agenouillée sur le parquet, secouée de sanglots. Autour d'elle, elle sentait les regards accusateurs du personnel qui avait assisté à la scène. Des murmures s'élevèrent déjà. Je l'avais bien dit.
On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Monsieur François a eu tort de la garder. Dans son bureau, Sophie observait la scène par la fenêtre avec une satisfaction froide. Placer ce bouton dans le tablier d'Émilie avait été d'une simplicité enfantine. Elle connaissait les habitudes de la lingerie depuis l'enfance. Et Suzanne, la blanchisseuse, était une bavarde qui ne manquerait pas de rapporter sa découverte à Marie, l'après-midi même. Maître Girard demanda à voir François dans son bureau. Le maître du domaine venait de rentrer d'une journée épuisante, passée à négocier des contrats de vente. Et la mine grave de son avoué ne présageait rien de bon. « François, mon cher ami, j'ai une conversation difficile à avoir avec vous. De quoi s'agit-il, maître ? De cette jeune femme qui prétend être votre fille. J'ai mené quelques recherches, et je crains que vous ne soyez victime d'une manipulation. » François se raidit immédiatement. « Que voulez-vous dire ? Cette Émilie Laurent présente tous les signes de l'escroc sentimental, voyez-vous. J'ai rassemblé plusieurs affaires similaires, où des individus sans scrupules ont abusé de la crédulité d'hommes fortunés en se prétendant leurs enfants perdus. » L'avoué étala sur le bureau une série de coupures de journaux et de documents légaux. Regardez cette affaire dans le Lot-et-Garonne. Une femme de 30 ans avait réussi à soutirer 2 millions d'euros à un viticulteur en lui faisant croire qu'elle était sa fille illégitime. Même méthode, ressemblance physique arrangée, histoire larmoyante, refus des tests de paternité sous prétexte de conviction personnelle. François fronça les sourcils. Émilie n'a jamais refusé de test de paternité. Nous n'en avons même pas parlé. Maître Girard marqua un temps d'arrêt, surpris par cette réponse qui ne collait pas avec les informations de Sophie. « Ah, eh bien c'est peut-être qu'elle n'a pas encore osé aborder le sujet, mais regardez les autres indices. Son comportement ces dernières semaines ne vous a-t-il pas paru suspect ?»« Suspect en quoi ? Marie m'a fait part de ses inquiétudes concernant certains, larcins, des objets qui disparaissent, des fouilles dans vos papiers personnels. Le sang de François ne fit qu'un tour. Qu'est-ce que vous insinuez exactement ? Non, mon cher François, je sais que cette révélation est douloureuse, mais cette femme pourrait très bien avoir planifié cette mascarade depuis des mois. Pensez-y. Elle travaille ici depuis 3 ans. Elle a eu tout le temps d'étudier vos habitudes, de rassembler des informations sur votre passé. François se leva brusquement, faisant grincer sa chaise. « Maître Girard, je vous respecte énormément, mais là vous dépassez les bornes. Émilie est ma fille, j'en ai la certitude. Sur quelle preuve ? Une photographie que n'importe qui aurait pu voir traîner, une ressemblance physique qui peut être fortuite, des souvenirs d'enfance qu'elle a pu inventer. Elle savait des choses que seule Claire pouvait connaître, ou qu'elle a pu apprendre en fouillant dans vos affaires. François, je vous en supplie, demandez un test de paternité. Si cette jeune femme est vraiment votre fille, elle n'aura aucun problème à l'accepter, et si elle refuse, l'avoué laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. François resta silencieux un long moment. Le regard perdu vers les champs qui s'étendaient au-delà de la fenêtre, le doute, ce poison insidieux, commençait à s'insinuer dans son esprit, et si Maître Girard avait raison, et si sa soif de retrouver sa fille l'avait rendu aveugle aux manipulations d'une opportuniste, j'y réfléchirai, finit-il par dire. Quand l'avoué fut parti, François resta seul dans son bureau, déchiré entre l'amour paternel qu'il ressentait pour Émilie et les soupçons qu'on venait de semer en lui. Il repensa à leur conversation, cherchant des indices qu'il aurait pu manquer, des incohérences dans le récit d'Émilie. Le soir même, il croisa la jeune femme dans la cour. Elle revenait de nourrir les poules, une tâche qu'on lui avait imposée en plus de ses obligations habituelles. Ses yeux étaient rougis et elle évita son regard. « Émilie, tout va bien. » Elle s'arrêta, hésitant visiblement. « Monsieur François, est-ce que vous croyez vraiment que je suis votre fille ?» La question le prit au dépourvu par sa simplicité et sa sincérité. Mais les mots de Maître Girard résonnaient encore dans sa tête. « Pourquoi me demandez-vous cela ? Parce que tout le monde ici semble penser que je suis une menteuse, une voleuse. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. « Émilie, si vous avez des doutes, nous pouvons faire ce test dont parlent les gens. Je n'ai rien à cacher. » François la regarda longuement. Dans ses yeux, il ne lisait que sincérité et souffrance. Mais était-il encore capable de faire confiance à son instinct ? « Nous en reparlerons, » dit-il finalement, et il s'éloigna, laissant Émilie seule dans la cour,
tandis que l'obscurité tombait sur le domaine et sur ses certitudes ébranlées. Le dimanche suivant, François décida de faire quelque chose qu'il avait évité pendant des années: fouiller les affaires personnelles de sa mère dans le grenier de la demeure. Depuis la mort de Béatrice, cette partie de la maison était restée fermée, comme un mausolée dédié à une femme qu'il avait aimée malgré ses défauts, mais dont il découvrait peu à peu l'étendue des manipulations. Il grimpa l'escalier étroit qui menait sous les combles. Une lampe torche à la main, l'odeur de poussière et de bois ancien l'accueillit, mêlée à ce parfum de lavande que sa mère utilisait pour protéger ses tissus, des malles, des cartons étiquetés, des meubles recouverts de draps blancs s'entassèrent dans la pénombre. François commença méthodiquement ses recherches. Il ouvrit d'abord la malle contenant la correspondance familiale, espérant y trouver d'autres traces du passage de Claire. Factures, lettres de condoléances, invitations à des réceptions, rien qui puisse l'éclairer sur cette période cruciale de sa vie. C'est en soulevant une pile de nappes brodées qu'il découvrit une petite boîte en bois de rose, fermée par un cadenas rouillé. Il reconnut immédiatement ce coffret. Sa mère y rangeait ses papiers importants. Comme elle disait, enfant. Il avait souvent été intrigué par cette boîte mystérieuse que Béatrice cachait dans sa chambre. François força le cadenas avec un tournevis trouvé dans un coin. À l'intérieur, des documents soigneusement pliés, des photographies, et quelque chose qui lui serra le cœur, un petit carnet relié de cuir noir. Il ouvrit le carnet et reconnut immédiatement l'écriture de sa mère. Les premières pages dataient de 1995. L'année où il avait rencontré Claire, Béatrice y avait consigné ses observations avec la précision d'un espion. 15 avril, François passe de nouveau l'après-midi avec cette fille. Marie confirme qu'elle s'appelle Claire Laurent, 19 ans, orpheline. Pas de famille connue, situation parfaite. 3 mai, il parle de l'épouser, inacceptable. Une fille de cette condition sociale ne peut pas devenir une Delcourt. Je dois agir. 12 juin, elle est enceinte. François rayonne de bonheur. L'imbécile ne voit pas qu'elle cherche à s'accrocher à lui par l'enfant. Plan à mettre en œuvre rapidement. François sentit sa main trembler en tournant les pages. Sa mère avait tout planifié, documenté chaque étape de sa machination avec un cynisme glaçant. 20 septembre, opportunité parfaite. François partit à Paris. Convoquer Claire au salon, proposition ferme. 50 000 francs contre son départ immédiat. Menace si refus, elle a accepté en pleurant, pitoyable. 21 septembre. Claire partit à l'aube avec sa valise, a laissé une lettre pour François que j'ai immédiatement brûlée. Problème réglé. Mais ce n'était pas tout. François continua de lire, découvrant l'ampleur de la surveillance que sa mère avait organisée. 15 novembre 1995. Détective confirme que Claire s'est installée dans un petit village près de Châteauroux. Enceinte de 6 mois, surveillée de loin. 3 mars 1996. Naissance d'une fille. Claire l'a appelée Émilie. François ne doit jamais la prendre. 10 juin 2006. Claire Laurent décédée d'un cancer. L'enfant placé en foyer. Danger écarté. François dut s'asseoir sur une vieille chaise. Accablé par ces révélations, sa mère n'avait pas seulement chassé Claire, elle l'avait surveillée pendant des années. S'assurant que jamais François ne découvrirait l'existence de sa fille, au fond de la boîte, il trouva d'autres documents qui achevèrent de l'anéantir. Des copies d'actes de naissance, des rapports du détective privé, et surtout, une enveloppe scellée portant la mention « Pour François » de l'écriture de Claire. Ses mains tremblaient quand il ouvrit cette lettre que sa mère avait gardée secrète pendant près de 30 ans. « Mon très cher François, quand vous lirez ces mots, notre enfant sera né et j'aurai disparu de votre vie. Votre mère m'a convaincu que vous ne m'aimiez pas vraiment, que vous ne reconnaîtriez jamais cet enfant. Elle m'a offert de l'argent pour partir. Mais ce n'est pas pour cela que je m'en vais. Je pars parce qu'elle m'a fait comprendre que ma présence nuirait à votre avenir, que jamais votre famille n'accepterait une fille comme moi. Je vous aime trop pour être un obstacle à votre bonheur. Si c'est une fille, je l'appellerai Émilie, comme votre grand-mère que vous aimiez tant. Si c'est un garçon, il portera votre prénom. Ainsi, même dans l'éloignement, ils garderont un lien avec vous. Ne me cherchez pas, c'est mieux ainsi, mais sachez que je vous aimerai jusqu'à mon dernier souffle, et que cet enfant grandira en sachant combien son père était un homme bon, votre Claire qui vous aime à jamais. François pleura longtemps dans la poussière du grenier, serrant cette lettre contre son cœur. 30 ans de mensonges, 30 ans de vie volée.
Sa mère avait non seulement détruit son bonheur, mais condamné Claire à une existence de solitude et leur fille à grandir orpheline. Quand il redescendit, le soleil se couchait derrière les champs. Il croisa Sophie dans le couloir, élégante dans sa robe de soirée, qui se préparait à sortir dîner chez des amis. « François, vous avez l'air bouleversé. » Il la regarda longuement, cette femme qu'il considérait comme sa sœur depuis l'enfance, se demandant soudain ce qu'elle savait vraiment de cette histoire. « Sophie, vous étiez déjà là quand ma mère était vivante. Vous n'avez jamais rien remarqué d'étrange à l'automne 1995. » Sophie pâlit imperceptiblement, mais se ressaisit aussitôt. 1995. J'avais 13 ans, François. Pourquoi cette question? Pour rien. Des souvenirs qui remontent. Mais François remarqua la lueur qui avait traversé le regard de Sophie. Une lueur qui ressemblait à de la peur, après le départ de sa cousine. Il se dirigea vers la petite maison d'Émilie. Il fallait qu'il lui montre ses documents, qu'il lui présente ses excuses pour les doutes qu'il avait pu nourrir. En chemin, il croisa Pierre Moreau qui rentrait des champs. « Bonsoir, monsieur François. Pierre, j'aimerais vous poser une question. Ces histoires de vol dans la maison, avez-vous des preuves concrètes contre Émilie ?» Le contremaître parut embarrassé. « Eh bien, c'est surtout Marie qui... » Et puis mademoiselle Sophie nous a dit... Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Que cette fille cherchait à vous manipuler, qu'il fallait se méfier, mais maintenant que vous me demandez, je n'ai jamais vu Émilie voler quoi que ce soit. C'est une travailleuse honnête. François hocha la tête gravement. Merci pour votre franchise, Pierre. Arrivé devant la maison d'Émilie, il vit de la lumière aux fenêtres. Il frappa doucement à la porte. Quand elle ouvrit, il fut frappé par sa pâleur, ses yeux cernés. Cette situation la détruisait à petit feu. « Monsieur François, Émilie, j'ai quelque chose d'important à vous montrer. Puis-je entrer ?» Elle le fit entrer dans son petit salon. François posa la boîte en bois de rose sur la table et en sortit délicatement les documents. « J'ai trouvé ceci dans les affaires de ma mère. La vérité sur ce qui s'est passé il y a 28 ans. » Il lui tendit le carnet et la lettre de Claire. Émilie lut avec des larmes qui coulaient sur ses joues, découvrant enfin toute l'histoire de sa naissance et de l'exil forcé de sa mère. « Pardonnez-moi, Émilie. Pardonnez-moi d'avoir douté, ne serait-ce qu'un instant. » Elle leva vers lui ses yeux brillants de larmes. « Il n'y a rien à pardonner, père. Maman avait raison. Vous êtes un homme bon. » Le lundi matin suivant cette révélation, Sophie découvrit avec stupeur que François avait passé plus de 2 heures chez Émilie la veille au soir. Marie, toujours prompte au commérage, lui rapporta avoir vu le maître du domaine ressortir de la petite maison avec une expression transformée, portant une vieille boîte en bois qu'elle avait reconnue comme appartenant à feu Madame Béatrice. Sophie sentit un frisson d'angoisse la parcourir. Si François avait fouillé dans les affaires de sa grand-mère adoptive, il avait pu découvrir des choses compromettantes. Elle devait agir vite, avant que la situation ne lui échappe complètement. Elle passa la matinée à élaborer un plan d'une perversité calculée. Si les petites manipulations et les rumeurs ne suffisèrent plus, il était temps de porter le coup fatal. Il lui fallait créer une situation si accablante qu'aucune révélation ultérieure ne pourrait sauver Émilie. L'occasion se présenta quand François partit pour Limoges régler des affaires bancaires urgentes. Son absence devait durer toute la journée, lui laissant le champ libre pour mettre en œuvre sa machination. Sophie commença par se rendre discrètement dans le bureau de François. Elle savait qu'il conservait toujours une certaine somme d'argent liquide dans un tiroir fermé à clé. Pour les dépenses courantes du domaine, avec l'habileté d'une cambrioleuse expérimentée, elle força la serrure à l'aide d'une épingle à cheveux et préleva 2000 € en billets de 50 et de 100. Ensuite, elle se dirigea vers les appartements privés de François et subtilisa quelques objets de valeur facilement transportables. Une montre en or héritée de son père, un stylo plume précieux offert par un ami diplomate, et le petit cadre en argent contenant la photographie d'Émilie enfant, ce dernier détail étant crucial pour son plan. La phase suivante nécessitait une mise en scène parfaite. Sophie attendit que l'équipe d'entretien se disperse pour la pause déjeuner, puis se glissa dans la petite maison d'Émilie. Elle connaissait les habitudes de la jeune femme. Elle déjeunait toujours dans la cuisine commune avec les autres employés, puis se reposait une demi-heure avant de reprendre le travail. La maison était modestement meublée mais impeccablement tenue. Sophie ressentit une pointe d'admiration malgré elle pour cette simplicité digne, mais elle chassa rapidement ce sentiment parasite. Dans la chambre, elle dissimula habilement les objets volés, la montre dans un tiroir de la commode,
Sous des vêtements, le stylo dans la poche d'un manteau suspendu dans l'armoire, l'argent dans une boîte à chaussures au fond du placard, le cadre avec la photographie, elle le plaça bien en évidence sur la table de nuit, comme si Émilie l'avait volé par sentimentalisme. Ce détail psychologique donnerait une cohérence troublante à l'accusation. Satisfaite de son œuvre, Sophie retourna à la grande maison et attendit le retour de l'équipe. Vers 14 heures, elle croisa Marie dans le couloir et lui glissa d'un air inquiet. « Marie, j'ai vu Émilie sortir du bureau de Monsieur François ce matin avec un air furtif. Vous ne pensez pas qu'il faudrait vérifier que tout est en ordre ?» La gouvernante, déjà méfiante depuis l'affaire du bouton de manchette, hocha la tête gravement. « J'y vais de ce pas, mademoiselle Sophie. » Un quart d'heure plus tard, Marie ressortait du bureau, le visage livide, le tiroir forcé, l'argent disparu, les objets manquants. Tout concourait à accuser Émilie. Sophie feignit la stupeur quand Marie lui rapporta sa découverte. « Mon Dieu, il faut prévenir la gendarmerie. Attendons le retour de Monsieur François, » temporisa Marie, encore sous le choc. « Bien sûr, mais en attendant, nous devrions peut-être vérifier les affaires de cette fille, au cas où elle aurait caché d'autres choses. » Marie acquiesça, accompagnée de Pierre Moreau et de 2 autres employés. Elle se dirigea vers la maison d'Émilie. Sophie les suivait à distance. Le cœur battant d'excitation malsaine, Émilie était en train d'étendre du linge quand elle vit arriver cette délégation hostile. Le visage de Marie ne présageait rien de bon. « Émilie Laurent, nous devons fouiller votre domicile. Des objets de valeur ont disparu du bureau de Monsieur François. »« Quoi ?» Émilie pâlit. « Mais je n'ai rien. Nous verrons bien. » La fouille dura 20 minutes, quand Pierre découvrit la montre dans le tiroir de la commode. Émilie crut que le sol se dérobait sous ses pieds. « Ce n'est pas à moi. Je n'ai jamais vu cette montre. »« Ah, et ça ?» Marie brandissait le stylo plume trouvé dans le manteau. « Quelqu'un a mis ces objets ici. Je vous jure que... » « Et les 2000 € cachés dans vos chaussures. » Pierre tenait les billets d'une main accusatrice. Émilie s'effondra sur une chaise. Anéantie, l'évidence était accablante. Personne ne croirait à son innocence face à de telles preuves. Et le comble, c'est ça. Marie désignait le cadre sur la table de nuit. « Vous avez volé la photographie la plus précieuse de Monsieur François. »« Sa propre fille. »« Non, » gémit Émilie. « C'est moi sur cette photo. Je suis sa fille. » Un silence gêné accueillit cette déclaration. Pierre échangea un regard navré avec Marie. Cette pauvre fille sombrait manifestement dans la mythomanie pour échapper à l'accusation de vol. « Ma petite, » dit Marie avec une pitié condescendante. « Inutile d'inventer des histoires. Les preuves parlent d'elles-mêmes. » Émilie leva vers eux des yeux noyés de larmes. « Appelez Monsieur François. Il vous expliquera. Nous avons parlé hier soir. Il a trouvé des documents. »« Assez, » coupa Pierre. Nous attendrons son retour pour décider de la marche à suivre. En attendant, vous ne quittez pas cette maison. » Quand la délégation se fut retirée, Émilie resta seule, prostrée dans son salon. Tout s'écroulait autour d'elle. Qui avait pu lui faire cela? Qui la haïssait assez pour organiser une machination si élaborée? Dehors, Sophie observait la petite maison depuis sa fenêtre. Un sourire de triomphe aux lèvres. Dans quelques heures, François rentrerait et découvrirait le pot aux roses, même avec ses beaux documents retrouvés dans le grenier. Comment pourrait-il croire encore à l'innocence d'Émilie face à de telles preuves? La nouvelle se répandit dans tout le domaine comme une traînée de poudre. Les employés qui avaient eu des doutes sur la culpabilité d'Émilie dans les précédents larcins se sentaient maintenant justifiés dans leur méfiance. Les plus charitables parlèrent de kleptomanie, les autres de calculs sordides. Quand François rentra en fin d'après-midi, Marie et Pierre l'attendèrent dans la cour, entourés de plusieurs employés au visage grave. Il comprit immédiatement qu'un drame s'était produit. « Que se passe-t-il ?»« Monsieur François ?» commença Marie d'une voix tremblante. « Nous avons découvert qu'Émilie Laurent vous volait depuis des semaines. » Le sang de François ne fit qu'un tour. « Comment osez-vous ? Nous avons les preuves, monsieur. » Pierre lui tendit un sac contenant les objets retrouvés chez Émilie. François reconnut sa montre, son stylo, et surtout le cadre avec la photographie de sa fille. Son cœur se serra douloureusement. Il y a une erreur. Elle avait aussi 2000 € cachés dans ses affaires, l'argent de votre tiroir. François resta silencieux un long moment, fixant ces objets qui l'accusaient, malgré les révélations de la veille. Malgré sa certitude quant à la filiation d'Émilie, ces preuves matérielles ébranlèrent sa confiance. Sophie apparut alors,
feignant la surprise et la tristesse. « François, j'arrive de Paris. Marie m'a prévenu par téléphone. Quelle tragédie! Dire que cette fille nous a tous trompés. » François la regarda. Et pour la première fois, quelque chose dans l'expression de Sophie lui parut artificiel. « Où est Émilie ? Consignée chez elle, » répondit Pierre. François se dirigea vers la petite maison d'un pas lourd, laissant derrière lui un groupe d'employés perplexes et une Sophie dont le sourire dissimulait mal son triomphe. François frappa doucement à la porte d'Émilie et entra sans attendre de réponse. Il la trouva assise sur son canapé, le regard perdu dans le vide, les joues striées de larmes séchées. Quand elle leva les yeux vers lui, il fut frappé par l'expression de détresse absolue qui s'y lisait. « Papa !» murmura-t-elle, et ce mot lui alla droit au cœur. Il s'assit en face d'elle, posant sur la table basse le sac contenant les objets prétendument volés. « Émilie, regardez-moi dans les yeux et dites-moi la vérité. Avez-vous pris ces objets ? » ?»« Ah non, jamais je n'aurais. Comment pouvez-vous même envisager que... » Sa voix se brisa. François scruta son visage, cherchant le moindre signe de tromperie, mais il ne vit que sincérité et souffrance. « Quelqu'un a placé ces objets chez vous. Qui aurait pu faire une chose pareille ? Je ne sais pas, depuis quelques semaines, tout le monde me regarde comme si j'étais une criminelle, mais je n'ai jamais compris pourquoi. » François réfléchit intensément. Cette campagne de dénigrement, ces accusations qui s'accumulaient, ces preuves trop parfaites, tout cela sentait la manipulation organisée. « Émilie, hier soir, quand je vous ai montré les documents de ma mère, quelqu'un a-t-il pu nous voir ? Marie était dans la cour quand vous êtes partie, et j'ai cru apercevoir une silhouette à la fenêtre de l'aile ouest. » François hocha la tête gravement. L'aile ouest, c'étaient les appartements de Sophie. « Émilie, je vais vous demander quelque chose de difficile. Accepteriez-vous de faire un test de paternité ?» Elle le regarda avec surprise. « Bien sûr, pourquoi hésiterais-je ? Parce que quelqu'un a fait courir le bruit que vous refusiez ce test pour des raisons religieuses. Mais c'est faux, qui a dit une chose pareille ? Maître Girard. Mais maintenant je me demande qui lui a donné cette information. » François se leva et marcha vers la fenêtre. Dans la cour, il apercevait Sophie qui donnait des instructions au jardinier avec son autorité habituelle, une autorité qu'elle exerçait depuis des années, persuadée qu'elle dirigerait un jour ce domaine. « Émilie, je vais organiser discrètement ce test ADN. En attendant, continuez votre travail normalement, ne laissez personne vous intimider. Et s'ils appellent la gendarmerie pour les vols, ils ne le feront pas. J'interdis formellement qu'on porte plainte sans mon accord explicite. » En sortant de chez Émilie, François croisa Pierre Moreau qui l'attendait manifestement. « Monsieur François, qu'allez-vous faire de cette fille ? » « Pierre, dans cette affaire, je ne me fierai qu'aux preuves scientifiques. En attendant, personne ne touche à Émilie sans mon autorisation. » Le contremaître parut surpris par la fermeté de son ton. « Bien, monsieur, mais les objets retrouvés chez elle peuvent avoir été placés là par quelqu'un d'autre. Avez-vous vu Émilie dans mon bureau ce matin ? » Non. Maintenant que vous le dites, c'est mademoiselle Sophie qui nous a dit l'avoir vue. François nota cette information. Sophie encore. Le lendemain matin, sans rien dire à personne, François se rendit à Limoges pour organiser le test de paternité. Il contacta un laboratoire privé réputé pour sa discrétion et prit rendez-vous pour le surlendemain, sous de fausses identités. En rentrant, il trouva Sophie qui l'attendait dans son bureau, élégante dans un tailleur crème, un sourire inquiet aux lèvres. « François, je suis très préoccupée par cette histoire. Les employés parlent d'appeler la police. Personne n'appellera personne sans mon accord. Mais enfin, les preuves sont accablantes. Cette fille vous a volé, et en plus, elle ose prétendre être votre fille. C'est d'un cynisme. »« Sophie, » l'interrompit François d'une voix glaciale. « Depuis quand Émilie prétend-elle être ma fille ?» Sophie se troubla légèrement. « Eh bien, depuis qu'elle a été découverte, non. Non, c'est moi qui ai découvert sa filiation. Elle n'a jamais rien revendiqué. Ah, j'avais mal compris. Mais François, vous ne pouvez pas croire sérieusement que... Je peux croire ce que je veux, et je vous prierai de ne plus vous mêler de cette affaire. » Le ton était sans réplique. Sophie quitta le bureau, mais François avait vu luire une colère froide dans ses yeux. Le surlendemain, François emmena discrètement Émilie à Limoges, sous prétexte d'une visite chez le médecin. Le prélèvement se fit rapidement, et les résultats furent promis pour la semaine suivante. Sur le chemin du retour, Émilie rompit le silence qui s'était installé. «
Vous me croyez, n'est-ce pas? Oui, Émilie, mais j'ai besoin de cette preuve scientifique pour clouer le bec à vos détracteurs. Qui me veut autant de mal? François hésita, puis décida de partager ses soupçons. Je pense que quelqu'un au domaine ne supporte pas l'idée que j'ai une héritière. Quelqu'un qui se croyait en droit d'hériter de mes biens. Sophie, je n'ai pas de preuves, mais tous les indices pointent vers elle. Le vendredi soir, François reçut un appel du laboratoire. Les résultats étaient prêts et pouvaient être récupérés le lendemain. Il décida d'attendre le lundi pour les chercher afin d'avoir le week-end pour préparer la suite des événements. Ce dimanche-là, Sophie fit quelque chose d'inhabituel. Elle proposa d'organiser un dîner de famille pour réconcilier tout le monde. François accepta, intrigué par cette initiative soudaine. Le dîner réunit Sophie, François, Maître Girard qu'elle avait invité, et quelques proches de la famille. Émilie n'était évidemment pas conviée. Tout au long du repas, Sophie orienta habilement la conversation vers l'affaire du vol. Présentant Émilie sous un jour toujours plus défavorable, cette pauvre fille a manifestement des problèmes psychologiques, glissait-elle avec une fausse compassion. Il faudrait peut-être l'aider à se soigner plutôt que de la poursuivre en justice. Maître Girard abondait dans son sens, évoquant des précédents d'escrocs mythomanes qu'il avait eu à traiter. François écoutait en silence, notant comment Sophie manipulait subtilement l'opinion de chacun. Elle était d'une habileté diabolique. À la fin du repas, quand les invités furent partis, Sophie s'approcha de François. « J'espère que tu prendras la bonne décision concernant cette fille, pour le bien de tous. Et quelle serait cette bonne décision selon toi? La renvoyer, discrètement, lui donner un peu d'argent pour qu'elle refasse sa vie ailleurs, éviter le scandale. » François la regarda longuement. « Sophie, si je découvrais que quelqu'un a monté cette machination contre Émilie, je serais impitoyable. Quelle machination? Les preuves sont là. Justement, elles sont trop parfaites, trop évidentes. » Sophie pâlit légèrement, mais maintint son sourire. « François, tu es trop bon, c'est ta faiblesse. » « Non, Sophie, ma faiblesse, c'est d'avoir fait confiance à des gens qui ne le méritaient pas. » Le lendemain matin, François se rendit à Limoges chercher les résultats. En ouvrant l'enveloppe dans sa voiture, il sentit une joie immense l'envahir. 97% de probabilité de paternité, Émilie était bien sa fille. Il était temps de démasquer la vraie coupable et de rétablir la vérité. Le 23 décembre, veille du réveillon de Noël, François convoqua toute la famille Delcourt au grand salon de la demeure. Il avait passé la nuit à préparer cette confrontation, organisé chaque détail avec la précision d'un procureur. L'heure de la vérité avait sonné. Sophie arriva la première. Vêtue d'une élégante robe bordeaux, ses bijoux scintillant dans la lumière des lustres, elle affichait son sourire habituel, persuadée que François avait enfin pris la décision de bannir Émilie du domaine. Maître Girard la suivait, serviette à la main, prêt à rédiger les documents nécessaires à ce qu'il croyait être l'expulsion définitive de l'usurpatrice. Quelques cousins éloignés et amis proches de la famille prirent place dans les fauteuils de velours. Marie et Pierre, représentant le personnel, se tenaient debout près de la cheminée, visiblement mal à l'aise d'être mêlés à cette affaire de famille. « Mesdames et messieurs, » commença François d'une voix solennelle, « je vous ai réunis ce soir pour clore définitivement une affaire qui a troublé la paix de notre domaine. » Sophie hocha la tête approbatrice, anticipant sa victoire. « Avant toute chose, j'aimerais que vous fassiez la connaissance de quelqu'un. » Il se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Émilie entra, pâle, mais digne dans sa simple robe noire. Les murmures fusèrent immédiatement dans l'assistance. Sophie fronça les sourcils, ne comprenant pas pourquoi François amenait cette voleuse à une réunion familiale. « Permettez-moi de vous présenter Émilie Delcourt, ma fille. » Un silence de mort s'abattit sur le salon. Maître Girard manqua lâcher sa serviette, tandis que Sophie se dressait dans son fauteuil, le visage livide. « François, vous n'êtes pas sérieux, » balbutia-t-elle. « Parfaitement sérieux. » Il sortit de sa poche une enveloppe scellée. « Voici les résultats du test de paternité effectué la semaine dernière. Probabilité, 99,97%. Émilie est ma fille légitime. » Il tendit le document à Maître Girard, qu'il examina avec des yeux agrandis par la stupeur. « Mais les vols, les preuves, » bredouilla l'avoué. « Ah oui, parlons-en. » François se tourna vers l'assistance. « Il y a eu effectivement des vols dans cette maison, mais pas par la personne que vous croyez. » Il sortit une seconde enveloppe de sa veste.
J'ai fait installer discrètement des caméras de surveillance dans mon bureau après la supposée découverte des vols. Curieusement, ces caméras ont enregistré quelque chose d'intéressant le jour où les objets ont été découverts chez ma fille. Sophie se leva brusquement. « François, vous délirez. Comment osez-vous nous infliger ce spectacle ridicule? Asseyez-vous. » Sophie. Le ton était si glacial que la jeune femme obtempéra malgré elle. François posa un petit écran portable sur la table basse et appuya sur une touche. L'image était de bonne qualité et montrait clairement son bureau. On y voyait Sophie entrer furtivement, forcer le tiroir et prélever les billets avec des gestes rapides et précis. Un hoquet de stupeur parcourut l'assistance. Sophie avait perdu toute couleur. Cette vidéo est datée et horodatée. Elle prouve que Sophie a volé l'argent et les objets retrouvés chez Émilie. « C'est un montage !» s'écria Sophie, la voix stridente. « Tu as trafiqué ces images. » « Vraiment ?» François sortit un troisième document. « Alors comment expliquez-vous ceci ?» Il tenait à la main une facture d'un magasin de matériel électronique. Reçue pour l'achat d'un système de caméras espion, payé en espèces, le 15 décembre dernier, le vendeur se souvient parfaitement de vous. Sophie, vous lui avez dit que c'était pour surveiller des employés peu fiables. Sophie ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau. Mais le plus intéressant, continua François impitoyablement, c'est ce que j'ai découvert en fouillant vos affaires personnelles ce matin. Il posa sur la table un carnet rouge que Sophie reconnut avec horreur, son journal personnel où elle consignait tous ses plans. Voulez-vous que je lise quelques passages? Phase 1, discréditer Émilie auprès du personnel. Phase 2, monter Maître Girard contre elle. Phase finale, fabrication de preuves de vol. Tout y est, Sophie. Votre stratégie détaillée pour détruire ma fille. L'assistance était pétrifiée. Marie sanglotait silencieusement, honteuse d'avoir cru au mensonge. Pierre Moreau fixait le sol, incapable de soutenir le regard d'Émilie. « Mais pourquoi ?» demanda une cousine éloignée, la voix tremblante. François regarda Sophie avec un mélange de tristesse et de colère, parce qu'elle pensait hériter de mes biens, parce qu'elle ne supportait pas l'idée qu'une vraie fille puisse prendre sa place. Sophie explosa soudain. « Et alors, j'ai consacré ma vie à cette famille. J'ai tout sacrifié pour ce domaine. Et cette fille débarque de nulle part pour tout récupérer. Cette fille, comme vous dites, est ma chair et mon sang. Elle a plus de droits que vous sur cet héritage. Plus de droits. » Sophie ricanait amèrement. Elle qui a grandi dans la misère pendant que je préservais votre patrimoine, elle qui ne connaît rien à la gestion d'un domaine, elle apprendra, comme vous avez appris, mais contrairement à vous, elle a de l'honneur. Maître Girard, reprenant ses esprits, se tourna vers Sophie. « Mademoiselle, vous réalisez que vos actes constituent plusieurs délits. Vol, dégradation, manipulation, diffamation. Taisez-vous, cracha Sophie. Vous qui avez gobé tous mes mensonges sans sourciller. Vous qui étiez prêt à détruire une innocente sur ma parole. » François leva la main pour établir le silence. « Sophie, vous allez quitter ce domaine. Immédiatement. Je vous laisse 1 heure pour faire vos bagages. Vous ne pouvez pas. J'ai des droits. Vous n'avez aucun droit. Vous n'êtes qu'une cousine éloignée que ma mère a eu la bonté de recueillir. Cette bonté, vous l'avez trahie. » Sophie se tourna vers l'assistance, cherchant un soutien qui ne vint pas. Tous la regardaient avec dégoût et incompréhension. « Vous me chassez pour cette parvenue. Je chasse une manipulatrice qui a failli détruire ma fille. » Les épaules de Sophie s'affaissèrent. Elle comprit que tout était fini. 30 ans de certitude s'écroulaient en quelques minutes. Et ma part d'héritage. Vous toucherez la somme prévue par testament pour les cousins éloignés. Rien de plus. Le reste reviendra à ma fille légitime. Sophie jeta un dernier regard venimeux à Émilie, qui n'avait pas prononcé un mot depuis le début de la confrontation. « Tu crois avoir gagné ?» siffla-t-elle. « Tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. Ce monde n'est pas le tien. Tu ne tiendras pas 6 mois. » « Assez !» François fit un pas vers Sophie. « Sortez maintenant. » Sophie ramassa son sac avec une dignité de façade et se dirigea vers la porte. Au moment de sortir, elle se retourna une dernière fois. « J'espère que vous serez heureux ensemble. Mais n'oubliez jamais que c'est moi qui ai fait prospérer ce domaine pendant 20 ans. Sans moi, il n'y aurait plus grand-chose à hériter. » La porte claqua derrière elle. François se tourna vers l'assistance silencieuse. « Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter officiellement ma fille. Émilie sera désormais ma seule héritière.
Il prit la main d'Émilie et la baisa tendrement. « Pardonne-nous, ma chérie. Pardonne-nous tous. » Les larmes aux yeux. Émilie regarda son père, puis cette assemblée qu'il avait rejetée et qui maintenant la contemplait avec respect. « Il n'y a rien à pardonner, papa. Nous sommes enfin réunis. C'est tout ce qui compte. » 3 mois s'étaient écoulés depuis cette soirée dramatique de décembre. Le printemps revenait sur les terres d'Elcourt, apportant avec lui une paix que François n'avait pas ressentie depuis des années. Les derniers flocons de neige fondaient sous un soleil timide, révélant la terre noire et fertile qui s'éveillait lentement. Sophie était partie le soir même de sa révélation publique, emportant ses bagages et sa rancœur vers Paris, où elle avait trouvé refuge chez une amie. Elle n'avait plus donné signe de vie, si ce n'est par l'intermédiaire de son avocat pour réclamer la petite part d'héritage qui lui revenait de droit. François avait fait le nécessaire, versant cette somme sans amertume, presque soulagé de clore définitivement ce chapitre douloureux. L'atmosphère au domaine s'était transformée du tout au tout. Marie, rongée par la culpabilité d'avoir cru au mensonge de Sophie, s'était excusée publiquement auprès d'Émilie et avait repris avec elle ses manières bienveillantes d'autrefois. Pierre Moreau, homme d'honneur malgré ses erreurs, avait fait de même, devenant même l'un des plus ardents défenseurs de la jeune femme. « Mademoiselle Émilie », lui avait-il dit un matin en soulevant respectueusement sa casquette, « je vous demande pardon pour avoir douté de vous. Votre père peut être fier d'avoir une fille comme vous. » Émilie avait pardonné sans rancœur, comprenant que tous avaient été victimes des manipulations habiles de Sophie. Elle gardait néanmoins sa petite maison en bordure de propriété, refusant de s'installer dans la grande demeure malgré les invitations répétées de François. « J'aime cette maison, papa », lui expliquait-elle. « C'est ici que je me sens proche de maman. Et puis, elle me rappelle d'où je viens. Je ne veux jamais l'oublier. » François respectait ce choix, comprenant la sagesse qui s'en dégageait. Émilie venait néanmoins dîner avec lui chaque soir dans la salle à manger familiale. Et ces moments partagés étaient devenus les plus précieux de leur journée. Ils parlaient de tout, des projets pour le domaine, des souvenirs de Claire, des rêves d'avenir. François découvrait une fille intelligente, sensible, dotée d'un sens pratique remarquable et d'une intégrité à toute épreuve. Elle s'intéressait véritablement à la gestion agricole, posait des questions pertinentes, proposait des idées innovantes pour moderniser certaines pratiques tout en préservant les traditions familiales. « Tu as l'esprit d'Elcourt », lui disait-il souvent avec fierté. Cette capacité à voir loin, à préserver l'essentiel tout en s'adaptant au monde moderne. Maître Girard, humilié par sa crédulité face aux mensonges de Sophie, avait présenté sa démission que François avait refusée. « Nous avons tous été abusés, maître. Votre loyauté envers cette famille n'a jamais failli. Continuez à nous servir comme vous l'avez fait pendant 20 ans. » L'avoué, reconnaissant de cette clémence, s'était attaché à réparer ses erreurs en établissant scrupuleusement tous les documents nécessaires à la reconnaissance officielle d'Émilie comme héritière unique du domaine. Ce matin de mars, François se dirigeait vers les champs du Sud, un projet particulier en tête. Il avait commandé des semences de tournesol, variété ancienne identique à celles qui ornaient autrefois les terres du village natal de Claire. Émilie l'attendait déjà, vêtue d'une salopette de toile bleue, ses cheveux châtains attachés sous un foulard coloré. Elle rayonnait de bonheur. « Alors, papa, où allons-nous planter notre champ de souvenirs ?» François sourit. Ils avaient longuement discuté de ce projet symbolique. Créer un champ de tournesol en mémoire de Claire, un lieu de paix et de recueillement où ils pourraient honorer celle qui les avait unis malgré les années et les obstacles. « Ici », dit-il en désignant une parcelle qui dominait légèrement le paysage. « Ta mère adorait les hauteurs. Elle disait que cela permettait de voir venir les orages et les arcs-en-ciel. » Ils se mirent au travail côte à côte, traçant les sillons avec l'aide de Pierre et de son équipe. François regardait sa fille manier les outils avec une habileté naturelle, rire avec les ouvriers agricoles, donner des instructions précises. Elle était vraiment à sa place ici, sur cette terre qui coulait désormais dans ses veines. « Émilie, » lui dit-il pendant une pause, « j'aimerais que tu réfléchisses à quelque chose. » « Quoi donc ? Reprendre des études, agronomie, gestion, ce que tu voudras, pour être parfaitement préparée à diriger tout cela un jour. » Émilie posa sa bêche et le regarda avec surprise. « Vous pensez vraiment que j'en suis capable ? » « Ah ma chérie, après avoir survécu seule depuis l'âge de 10 ans, après avoir gardé ta dignité malgré les calomnies, après avoir pardonné à ceux qui t'ont fait du mal, je pense que tu es capable de tout. » Vers midi,
Ils atteignirent le centre du futur champ. François sortit de son sac un objet enveloppé dans un tissu blanc, une petite croix de bois qu'il avait sculptée lui-même, portant une inscription gravée au fer. Claire Laurent, 1976-2006, mère bien-aimée, ton amour nous a réunis. Ensemble, ils plantèrent cette croix simple mais émouvante. Émilie posa à sa base un petit bouquet de violettes, les fleurs préférées de sa mère. « Merci, maman », murmura-t-elle. « Merci de nous avoir laissé ce chemin l'un vers l'autre. » François passa un bras autour des épaules de sa fille, ému aux larmes. « Elle est avec nous, tu sais, dans chaque coucher de soleil sur ces champs, dans chaque sourire que tu m'offres, dans cette paix que j'ai enfin retrouvée. » L'après-midi se termina par un repas improvisé dans l'herbe. Marie avait préparé un panier garni, et toute l'équipe agricole s'était jointe à eux. L'atmosphère était joyeuse, détendue. François observait sa fille rire avec ses employés et se disait que Claire serait fière de la femme qu'elle était devenue. Au coucher du soleil, père et fille restèrent seuls dans le champ fraîchement ensemencé. Les derniers rayons dorés caressaient la terre brune, promesse des beautés à venir. « Dans 3 mois, » dit François, « ces graines donneront les plus beaux tournesols de la région. Et dans 10 ans, tu dirigeras ce domaine avec sagesse et bonté. Tu auras peut-être fondé une famille, ces terres retentiront des rires de tes enfants. » Émilie sourit, les yeux brillants. « Et vous, papa? Moi, je serai le grand-père le plus heureux du monde. » Ils rentrèrent lentement vers la grande demeure, main dans la main, suivis par leurs ombres qui s'allongeaient dans la lumière déclinante. Derrière eux, le champ gardait le secret des futures moissons dorées. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 28 ans, François Delcourt s'endormit sans regret, sans remords, le cœur enfin en paix. L'amour avait trouvé son chemin de retour. Au domaine Delcourt, le passé ne faisait plus mal. Seul demeurait l'avenir, grand ouvert comme un champ de tournesol face au soleil.